Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La journée de l'enfant africain a été célébrée dans la ville de Bouaké en présence des ministres de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du ministre des Transports Amadou Koné. À cette occasion, les populations ont été éclairées sur les efforts consentis par le gouvernement contre les pratiques culturelles néfastes. On en parle dans cette édition. Pour aider à mettre un terme aux grossesses en milieu scolaire, une artiste chanteuse et actrice de cinéma ivoirien propose sa solution en collaboration avec l'ONG Seed for Africa. Elle vient de lancer une campagne de sensibilisation dénommée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Des précisions sur cette campagne dans ce journal. Les Brésiliens sont appelés aux urnes ce dimanche 2 octobre 2022 pour la présidentielle. Les deux principaux candidats, le favori de gauche, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva et le chef de l'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont animé leur dernier meeting hier samedi à Sao Paulo. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Ce 13 h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous parlerons de lutte contre la drogue pour ce qui relève du volet prise en charge du patient frappé de toxicomanie. En 2021, plus d'1 million de toxicomanes enregistrés seulement dans la capitale économique ivoirienne, selon la Croix-Bleue, des consommateurs à majorité jeune, l'héroïne, la cocaïne, la morphine ou encore le cannabis, autant de variétés de drogues brisées en milieu juvénile. Malgré les efforts déployés par les autorités gouvernementales, le fléau va grandissant. On ne sait pas toujours à quelle porte frapper lorsque l'on a des proches qui souffrent d'une addiction ou que l'on est soi-même victime de ces maux. Ce 13 h, nous échangerons avec M. Djebi Samdi, directeur de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Il est l'invité du Dimanche Magazine de cette édition. Nous échangerons avec lui sur les remèdes que propose cette structure dans le cadre de la lutte contre la drogue. M. Samdi Djebi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors donc avec vous, nous évoquerons le sujet à l'ordre du jour de cet entretien. Mais avant, regardons ensemble cette célébration de la journée de l'enfant africain qui a eu lieu à Bouaké en présence des ministres de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du ministre des Transports, Amadou Koné. Nous le disions dans les titres, l'occasion a été donnée aux populations d'être éclairées sur les efforts consentis par le gouvernement ivoirien contre les pratiques culturelles néfastes. Reportage signé Charles Tatou. La célébration de la journée de l'enfant africain a permis aux différentes couches sociales de Bouaké de se rassembler une fois de plus à la préfecture de région de Bouaké. Cette fois-ci, pour écouter les messages sur la protection des enfants contre les pratiques néfastes telles le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et les pires formes de travail des enfants. Occasion également pour la représentante du maire de Bouaké et le président du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire de traduire leur reconnaissance aux autorités du pays. Par cette journée, nous nous sentons aimés et cela démontre que notre futur est au centre de vos préoccupations. La représentante de l'UNICEF réaffirme l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire. L'UNICEF continue à soutenir les actions du ministère par notamment le développement d'un programme national d'animation communautaire qui touche à ce jour plus de 2000 villages et permet de mettre en place des mécanismes communautaires. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, et le ministre des Transports, Amadou Koné, tous deux ont éclairé sur les efforts consentis par le gouvernement pour l'éradication des pratiques culturelles néfastes. 58% des filles et 66,5% des garçons ont subi au moins une forme de violence pendant l'enfance. C'est dans ce cadre que je voudrais ici réaffirmer haut et fort l'engagement du gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Patrick Achi sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à poursuivre et à intensifier ses efforts vers la pleine protection de tous les enfants. Le gouvernement ivoirien, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son engagement de protéger les enfants, a ratifié les textes internationaux sur les droits des enfants, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 40 élèves excellents, issus des familles vulnérables, ont reçu des kits scolaires.
On reste dans le centre du pays, à Yamoussoukro, pour suivre ce séminaire de réflexion qui a rassemblé les différentes organisations syndicales estudiantines, avec pour objectif de faire un diagnostic des maux qui minent le secteur éducation-formation et élaborer des pistes de solutions à l'initiative de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Les travaux de réflexion ont été présidés par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique Adama Diawara, Djeneba Ouattara, Kader Sogotoko. Les organisations estudiantines de Côte d'Ivoire sont à Yamoussoukro. Une rencontre pour réfléchir sur les maux qui minent leur secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, accompagné d'une forte délégation, prend part à ces travaux. Pour nous, c'est bon de revendiquer, mais c'est bon aussi de proposer. Et donc nous, avec toutes ces grandes réformes que nos différentes tutelles annoncent, il est important que nous aussi, nous regroupons autour de ces réformes-là pour leur dire, voici ce qui va avoir problème, voici ce qui peut sauver l'école. L'élève ou le représentant des syndicats d'étudiants n'est pas l'ennemi de l'État. Mais il faut l'écouter, il faut donner tous les moyens, il faut les responsabiliser de sorte à ce que dans ce partenariat-là, le gouvernement puisse, on va dire, remettre à jour ces réformes et surtout faire en sorte que les citoyens qui sortent puissent sortir avec plus de chances. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage la démarche des jeunes. Adama Diawara promet une écoute attentive aux résultats des travaux qui ressortiront en ce qui concerne son département. J'attends donc ce document avec beaucoup d'impatience. Et en ce moment, au niveau du ministère, nous allons analyser leurs propositions et ensuite nous aurons une réunion avec toutes ces structures étudiantines pour dégager les pistes qui peuvent être retenues et surtout pour faire en sorte que les propositions de solutions soient suivies de faits. Voilà. L'objectif, de toute façon, il faut le dire, c'est d'arriver à un protocole d'accord avec ces structures étudiantines pour qu'une paix définitive revienne sur nos campus. Adama Diawara invite également les étudiants à éviter d'être manipulés et manipulateurs, à tourner le dos aux grèves et à privilégier le dialogue. Les participants à cet atelier réfléchissent également sur différents sous-thèmes, notamment l'analyse des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants et l'analyse des réformes du secteur éducation-formation. Et en attendant les résultats de ces réflexions qui devraient contribuer à donner une meilleure santé à l'enseignement supérieur, on est également en quête de solutions pour résoudre certains problèmes dont souffre l'enseignement secondaire. Au nombre de ceux-ci, les grossesses en milieu scolaire. Une artiste, chanteuse et actrice de cinéma ivoirien propose d'ailleurs sa solution en collaboration avec l'ONG Seed for Africa. Elle vient de lancer une campagne de sensibilisation dénommée Zéro grossesse en milieu scolaire. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Les grossesses en milieu scolaire, l'une des causes de la déscolarisation de la jeunesse. 5000 cas sont enregistrés sur la période 2021-2022. Victime de ce fléau lors de son cursus scolaire, l'artiste chanteuse et actrice Nati Lova collabore avec l'ONG Seed for Africa. Elle entend soutenir les efforts de l'État. J'ai fait une chanson, une œuvre musicale sur les grossesses en milieu scolaire, une sensibilisation. Et j'ai aussi un scénario d'un long métrage sur la même sensibilisation. Et quand nous allons aller dans les activités, nous allons responsabiliser certaines élèves dans ces établissements pour pouvoir suivre ce que nous avons commencé déjà avec elles. On veut diminuer à 50%. Cette rencontre vient situer les enjeux du programme. 4 villes sont concernées par le projet. L'objectif, c'est zéro grossesse en milieu scolaire, comme nous l'avons dit. Alors, ça peut être des chiffres illusoires, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, avec des actions beaucoup plus poussées, avec une sensibilisation plus accrue, je pense que ce résultat, nous pouvons l'atteindre. Et sans faux fuyant, avec notre stratégie innovante d'action, nous pouvons atteindre ces résultats. Cette campagne de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire a également eu l'adhésion de plusieurs organisations de la société civile engagées pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Du côté de la commune d'Aboville, la rentrée scolaire sera assurément moins difficile pour certains parents d'élèves qui possèdent de faibles revenus. Grâce au soutien de l'ONG Manguier et ses partenaires, plusieurs enfants issus de ces familles connaîtront la joie d'emprunter le chemin de l'école. Plus de 500 kits scolaires viennent de leur être distribués. Issa Chonoyeo. Venir en aide aux enfants démunis d'Aboville afin qu'ils retrouvent le chemin de l'école. Depuis 10 ans, l'ONG Le Manguier en a fait son cheval de bataille. Pour cette rentrée scolaire, ce sont plus de 500 kits qui viennent
d'être distribués aux élèves du primaire de cette commune. Je suis très content d'avoir des skis scolaires. Je dis merci à papa Yacouba Touré. Je promets aux parents que je vais travailler là-dedans. Pour les donateurs, l'école est l'unique solution pour échapper à l'obscurantisme. Nous sommes très heureux de recevoir ce don parce que ça va permettre de soulager les parents d'Agboville. Parce qu'à Agboville, nous avons beaucoup de familles démunies, beaucoup qui ont des difficultés même pour faire la rentrée scolaire. Donc chaque année, nous faisons ce don pour soutenir les parents. Le président de la République, on nous parle l'école pour tous. Et nous, étant donné que nous sommes les cadres et les élus de la région et de la commune, nous nous sentons dans l'obligation d'accompagner le président de la République dans cette démarche. À travers le slogan « L'école, un droit pour tous les enfants », l'ONG entend poursuivre son œuvre chaque année afin de soulager de nombreux parents d'élèves. La commune d'Agboville a scolarisé leurs enfants. Et sur initiative du conseil municipal de Yopougon, des jeunes et des femmes ont été formés à la gestion d'activités génératrices de revenus. À l'issue de cette formation, ils ont reçu leur diplôme de fin de formation et des appuis au financement de leurs projets. Le premier adjoint au maire de cette commune s'est saisi de l'opportunité pour exhorter les jeunes de la commune à se saisir des opportunités de formation pouvant déboucher sur l'emploi, opportunités mises à leur disposition par le maire de la commune, Gilbert Kafana-Koné. Frédéric Olaï et Franck Quadio nous en parlent. Yopougon nouveau quartier, le conseil municipal est aux côtés des populations vulnérables. Ces femmes et jeunes du quartier reçoivent dons en vivre et non vivre. De plus, pour les rendre autonomes, des formations d'entrepreneuriat sont initiées en vue de faciliter leur prise en charge. Aujourd'hui, tous reçoivent leur attestation de fin de formation des mains du premier adjoint au maire. Nous voulons que le maire puisse nous aider à entreprendre, qu'il mette des fonds à la disposition des commerçants. Il faut qu'il y ait une caisse vraiment où on peut aller prendre un prêt pour pouvoir renforcer notre commerce. Ces formations d'entrepreneuriat et business plan pour la population commerciale sont financées par la mairie de Yopougon. Représentant Gilbert Kafana, le premier adjoint au maire, a indiqué que le conseil municipal entend poursuivre l'action gouvernementale dans les ménages, surtout les plus faibles. Nos femmes dans les marchés qui se battent nuit et jour pour le meilleur de leurs enfants, qui se battent nuit et jour pour le développement économique de la commune de Yopougon, faire en sorte que ces femmes se sentent soutenues par le maire de la commune de Yopougon. Elles contribuent fortement à réduire la délinquance, à réduire l'insécurité, parce que par leur action, elles arrivent à soutenir leurs enfants, à faire en sorte que les enfants puissent avoir de bonnes études, à devenir des cadres de demain. Aux jeunes sans emploi, Issifou Koulibaly recommande la fréquentation de la maison des jeunes et du savoir en vue de bénéficier d'opportunités d'insertion. Pour rappel, la maison des jeunes et du savoir de Yopougon a été financée par le conseil municipal avec l'appui de l'association internationale des maires francophones. Le coût du projet, plus de 900 millions de francs CFA. Être au volant de sa voiture une fois la nuit tombée et s'engager sur une voie sans allumer ses phares, c'est assurément courir le risque d'un éventuel accident de la route. Les phares automobiles assurent donc une bonne visibilité et surtout la sécurité aux conducteurs et aux passagers. Mais voilà, l'on assiste de plus en plus sur nos routes à la prolifération de nouveaux phares puissants, les LED et xénon, des phares décriés par certains usagers parce que, éblouissants, quels sont les dangers encourus avec l'utilisation de ces types de phares? Comment utiliser ces feux de véhicule? Réponse dans ce dossier de Ami Sissoko. Vous voyez ça? Vous voyez comment il se comporte, non? Il n'a même pas baissé les phares. Des feux de route en plein visage comme ici, des fois dans les rétroviseurs. Une scène aujourd'hui banale sur les routes, en rase campagne comme en agglomération. Alors qu'il est rentré à Korogo, sur l'axe Bundiali-Korogo, cet automobiliste ébloui par les feux de route d'un véhicule a frôlé la mort. Un camion de 40 tonnes, en plein dépassement, m'a projeté tous ses phares en plein visage. Dans une débandade, j'ai même percuté 2 bœufs. Et le véhicule allait dans tous les sens. Et Dieu merci, je me suis retrouvé sur le côté. Les phares automobiles, ces projecteurs de lumière qui équipent les véhicules, assurent de nuit une bonne visibilité aux conducteurs. Ils contribuent ainsi à sa sécurité, à celle des passagers et des autres usagers de la route. La nuit, on roule avec les feux de route. Les feux de route éclairent sur 100 mètres et sont visibles à 1000 mètres. Donc c'est fort, c'est ébloui.
Donc lorsque vous devez croiser un autre véhicule qui arrive en face, les feux de route là, vous les baissez et vous passez en feu de croisement qui éclaire sur 30 mètres et visible à 300 mètres. Donc ce changement-là, on parle du code phare. Ça, ce sont les codes phares. Ces codes phares servent à voir plus loin que les feux de route. Parce que les feux de croisement, il y a des feux de croisement qu'on appelle les feux de route. Quand tu croises quelqu'un, tu abaisses. Tu roules réellement dans la bonne condition, il n'y a pas de problème. Exposés qu'ils sont au mauvais usage des phares par de nombreux conducteurs, les chauffeurs le sont également à une autre forme de nuisance visuelle. À la base de celle-ci, des phares de plus en plus puissants, des feux LED, xénon et autres. Les adeptes de ces nouveaux phares sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire, aux grandes dames de nombreux usagers. C'est la nuit qui nous fatigue. Quand ils lancent code phare comme ça, tu ne vois pas bien. Il y a des fois même, tu es obligé même de tirer à côté. À Korogo, ce garage a fait de la pose des phares puissants sa spécialité. Au moins, par jour, tu peux recevoir au moins 10 à 5 personnes comme ça. Draman en fait partie. De nos jours, le goudron est noir là. Quand il n'y a pas les ampoules blanches comme ça, l'éclairage n'est pas trop suffisant. La nuit tombée, nous retrouvons Draman. Il est en plein test de ces nouveaux feux, xénon et LED. Il est plus que satisfait. Bon, avant, quand tu changeais comme ça, tout était noir. Hein? Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Et le blanc qui est dedans là, c'est éclair plus encore. Je suis satisfait. Les coins que je ne voyais pas quand je suis à la direction, SFA là, vraiment j'arrive à recevoir tout. Comme lui, de nombreux conducteurs optent pour ce type de phares qui, en principe, ne doivent pas être utilisés ou dont l'usage est bien encadré en Côte d'Ivoire. Déjà, à vue d'œil, on voit que les deux ampoules sont pareilles. Les phares qui éblouissent ne sont pas conformes. Lorsqu'ils viennent, qu'on en trouve, on les refuse, on leur demande d'aller changer. Mais vous savez, quand ils sortent d'ici, ils seront fait des rajouts. Hein. Nous, on ne peut pas faire la police de route. Mais, quel que soit le type de phare utilisé, un élément essentiel est à respecter, leur réglage. Voir et être vu la nuit, en temps de pluie, de brouillard, de poussière, de vent également, est essentiel pour la sécurité et réduit considérablement les risques d'accident. Pourquoi vous avez mis ça? Ça là? Je fais la nuit. Mais ça là, normalement là, ça gêne ceux qui viennent en face de vous. Où vous le voyez là? Ça veut dire qu'il est trop monté que les phares. Nous, on va les régler pour qu'ils soient au même niveau. Le phénomène des phares éblouissants et autres mauvais usages des feux ne touche pas que les engins à 4 roues et plus. Il y a également des engins à 2 et 3 roues. Selon le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 relatif au code de la route, seuls les phares jaunes et blancs et non éblouissants répondent aux normes. Il stipule en son article 47 ceci. L'usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de route et des projecteurs anti-brouillard dans toutes circonstances où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Un décret qui ne mentionne aucune sanction en cas de non-respect. Nombreux sont donc les usagers qui souhaitent de la part des autorités compétentes plus de rigueur. Ce contrôle-là doit être permanent. Parce que les gens, ils font exprès la plupart du temps. Ils vous éblouissent juste pour vous mettre dans le décor, c'est tout. Si on peut sensibiliser tout le monde pour qu'on laisse les anti-brouillards et rouler avec les phares seulement, bon, je pense que ça peut aller. Pour mettre fin à l'incivisme sur les routes en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports a installé en 2021 des comités de lutte contre l'incivisme routier à Korogo, Boaké, à Bangouro et Daloa. À Korogo, le président du comité régional de la sécurité routière du Poro, le préfet de région André Ekponon, révèle que la question de la mauvaise utilisation des feux préoccupe le comité. À tous les automobilistes, à partir de la mi-octobre, nous allons faire un communiqué pour demander à la police et à la mairie de sensibiliser les automobilistes, les conducteurs de moto et de tricycles au respect du code de la route, au respect de la réglementation sur les phares, au respect du port du casque. Et à l'expiration de ce délai, des décisions vont être prises et la répression va commencer.
Des phares vérifiés et bien utilisés, des phares défectueux rapidement remplacés, égale sécurité renforcée pour les usagers. Veiller à la bonne marche de son dispositif lumineux et à son bon usage, plus qu'une nécessité, est un impératif pour tout conducteur d'automobile. Et l'OSER le rappelle si bien. Conduire, c'est accepter le code de la route. Et pas besoin d'allumer des phares pour se rendre à la 8e édition des JNCC, Journée nationale du cacao et du chocolat. Une de nos équipes s'est rendue à la deuxième journée de cette édition. Elle a été marquée par une série de panels autour de la transformation locale du cacao, notamment les opportunités pour le chocolat produit en Côte d'Ivoire. Experts multinationaux et artisans chocolatiers locaux ont chacun partagé leur expérience relativement à ce pan de la chaîne des valeurs cacaoyères ivoiriennes qui demeure jusqu'alors peu exploré par les acteurs de la filière. Reportage de Jean-Louis Bambo. Promotion de la transformation locale du cacao. Quelles opportunités pour le chocolat made in Côte d'Ivoire? C'est le thème du panel qui a ouvert cette journée studieuse autour du cacao ivoirien. Artisans chocolatiers, firmes internationales, experts, tous prévoient un bel avenir à ce secteur. De notre expérience, on a testé une petite partie du marché et les retours sont très positifs. Et ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est faire la promotion des produits de qualité qu'on arrive à faire avec le cacao de Côte d'Ivoire. Il faut donner la possibilité à l'ensemble de ces acteurs-là d'être visibles et de motiver aussi les autres à suivre que ce vivier de petits entrepreneurs de cacao pour en voir du chocolat puisse être viable. Autre sujet au cœur des réflexions, la durabilité de la production de cacao à travers l'amélioration des conditions de vie des populations. Notre mission, c'est de faire en sorte que les producteurs vivent correctement et vivent bien. Nous voulons donc nous mettre au service des producteurs et leur apporter des solutions. Les experts sont également préoccupés par la valorisation des produits et sous-produits issus de la cacaoculture. Véritable niche de compétitivité et de rentabilité, malheureusement peu exploitée. Il faut que nous arrivions à donner une valeur ajoutée à ces sous-produits de façon à ce que le producteur non seulement gagne avec les fèves de cacao qu'il produit, mais aussi en valorisant les sous-produits qui émanent donc de ce traitement-là, puisse obtenir une plus-value, puisse obtenir un gain supplémentaire par rapport à ce qu'il a. Un autre panel a été organisé autour des produits visant à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Il s'agit notamment d'assurance maladie grave, assurance pour la fin de vie ou encore d'assurance contre les feux de brousse. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 1er octobre 2022 23 nouveaux cas de Covid-19 sur 777 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 1er octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 258 cas confirmés, dont 86 379 personnes guéries, 826 décès et 53 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 629 524. Le 30 septembre 2022, 6 032 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 761 833 doses du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022. On change de registre à présent pour parler bien de cohésion sociale. La fraternité, la cohésion sociale et le vivre ensemble ont été magnifiés à Maféré, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Aboisseau. Un tournoi de football parrainé par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Awele. Tournoi doté du trophée Alassane Ouattara, du nom du président de la République Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Stade Nanon Drama de Maféré. Fin de match. Explosion de joie des supporters du Zongo Football Club en orange. Leur équipe vient de s'adjuger pour la seconde fois consécutive le trophée doté du nom du président de la République Alassane Ouattara à l'issue du tournoi de football de la fraternité qui a réuni 18 équipes de la sous-préfecture de Maféré. Un tournoi organisé par la mairie de Maféré avec l'appui du président du conseil régional du Sud de Komoué, Eugène Akaoli. L'objectif était de renforcer le vivre ensemble. Je voudrais dire merci au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. En réalité, c'est vous qui êtes derrière. C'est grâce à vous
aujourd'hui l'aura atteint ce degré, ce niveau. Nous comptons sur ce formidable public pour soutenir les actions que nous posons au nom du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous inspire. Le tournoi de la fraternité était co-parrainé par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konabertin. Le ministre des Sports, Paulin Danho, a été représenté à cette finale par Marianne Hanno. L'habituel développement de Mankono dans la région du Péret a fait plusieurs dons dans les centres de santé des sous-préfectures du département. Des kits scolaires ont été également remis. Des journées culturelles ont été aussi organisées afin de permettre à la jeunesse de s'occuper sainement pendant les vacances. Des journées sportives qui ont réuni toutes les localités du département de Mankono. Abou Sanogo. Mankono, situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Béré, à 455 km d'Abidjan. Le département de Mankono dans le district du Woruba rime avec le football. Tournoi de football de la première dame Dominique Ouattara, doté du trophée Children of Africa. Une compétition dédiée aux enfants de moins de 15 ans et organisée par la mutuelle de développement de Mankono, Mudembéré. Elle a pour objectif d'occuper sainement les jeunes pendant les vacances, mais aussi de détecter les talents naissants du football ivoirien. Nous savons que la première dame est très soucieuse de la réconciliation. Elle est soucieuse de l'évolution des enfants, de l'éducation des enfants. Et ce tournoi est à point nommé pour que toute la jeunesse ivoirienne, pour que tous les enfants soient empreints d'une très bonne éducation, de sorte à ce que la relève de demain soit assurée. Pour cette 7e édition, ce sont au total 15 équipes de la sous-préfecture de Mankono, réparties en 3 pôles qui se sont affrontées. Qualifiée pour la finale, l'équipe de Karamorola a battu l'équipe de Gbalolo 1 par un score de 2-0. C'est dans la discipline qu'on gagne, c'est dans la discipline qu'on prospère. Donc, chers jeunes, nous comptons sur vous pour que cette année scolaire 2022-2023 se passe dans le calme, dans la paix et de plein succès à chacun de vous. Ces festivités marquent ainsi la bonne cohabitation et une cohésion entre les autochtones et les allogènes du département de Mankono. L'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a célébré le 92e anniversaire de l'unification du royaume de l'Arabie Saoudite par feu le roi Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saoud. L'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire sont partenaires à plusieurs niveaux. Au cours de cette célébration, l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a célébré la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des invités de marque conviés à la célébration du 92e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite par son Excellence, M. Abdullah bin Hamad Al Sobahi, ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. La ministre Nassene Batouré et Chantal Camara, la présidente de la Cour de cassation, présente à cette célébration. Occasion pour le diplomate saoudien de saluer les progrès économiques réalisés par la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. L'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdullah bin Hamad Al Sobahi, s'est réjoui de l'excellence des relations de coopération qui existent entre son pays, l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Au diplomate saoudien de rappeler que le fonds saoudien est le partenaire en termes de financement de grands projets en Côte d'Ivoire. La ministre Nassene Batouré, au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, s'est réjoui de la qualité des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Et dans l'actualité internationale, les Brésiliens sont appelés aux urnes ce dimanche 2 octobre pour des élections générales et puis des élections également présidentielles. Lors du premier tour de la présidentielle, vont s'affronter l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva et le chef de l'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que hier samedi, les deux principaux candidats, le président sortant donc Jair Bolsonaro et son rival, l'ancien président Lula, ont rassemblé leurs sympathisants dans la même ville, Sao Paulo, mais ont organisé leur manifestation à 5 km de distance. Retour en Côte d'Ivoire, la commune de Cocody a abrité la cérémonie de lancement de la première édition du prix Culture, cérémonie de récompense des meilleurs journalistes culturels en Côte d'Ivoire. Ce prix se donne pour objectif d'honorer les journalistes culturels, susciter l'engouement et le professionnalisme dans la pratique du journalisme culturel. Serge Pakomdidi, Issa Chonoyeo. Une distinction dénommée prix Cultura sera décernée aux meilleures plumes. Selon les initiateurs, cette cérémonie vise à reconnaître le mérite de ces journalistes. Mais nous sommes
maintenant dans un contexte à double enjeu. Le premier, qui est national, et le deuxième, qui est international. Le premier, c'est comment donner de la valeur à l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire, qui est facteur de développement économique. Et le deuxième, à l'extérieur, notre histoire est racontée par d'autres personnes. Il est donc notre devoir de faire la promotion de ce que nous sommes. Et cela ne peut se faire que par les hommes de médias. Le prix Cultura concerne 4 grandes catégories: la télévision, la radio, la presse écrite et la presse numérique. 5 prix seront décernés par catégorie, d'où sortira le Grand Prix Cultura. Les grands axes de ce prix, notamment les conditions de participation et la présentation du jury d'experts, seront connus le 19 novembre 2022 lors d'un dîner gala. Au cours de cette cérémonie, des pionniers du journalisme culturel seront honorés. Et voici venu l'instant magazine de ce journal. Le directeur de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Samdi Djebi. Merci donc de nous avoir rejoint sur ce plateau. La structure socio-sanitaire que vous dirigez a plusieurs missions, mais la plus connue semble être celle de la prise en charge de patients toxicomanes. En plus de celle-ci, quelles sont vos autres missions? Tout à fait, merci. Je vais juste commencer par dire que la Croix-Bleue est une organisation internationale humanitaire et sociale qui a connu le jour il y a environ 145 années en Suisse, grâce à la vision de Louis-Lucien Rochat, un pasteur suisse. Et la Croix-Bleue est arrivée en Côte d'Ivoire en 1930 par les soins de M. Pierre Benoît, un médecin français. En 1960, quand la Côte d'Ivoire prend son indépendance, la Croix-Bleue, elle aussi, prend son indépendance vis-à-vis de la Croix-Bleue française. Et en 1964, 4 ans après, elle est jugée d'utilité publique. Alors, le centre d'accueil que nous dirigeons au sein de Williamsville a ouvert au public en 1973, le 8 janvier. Et donc, la Croix-Bleue a pour mission globale de venir en aide aux personnes en difficulté avec les substances ou éventuellement avec un comportement. Alors, nous parlerons de vos remèdes, vos propositions, surtout votre action dans la lutte contre la drogue, mais il convient avant tout de savoir à quel niveau de la chaîne vous intervenez, n'est-ce pas? Il faut dire que de façon globale, l'organisation de la lutte contre les addictions, contre la drogue, contre la toxicomanie, a 3 composantes majeures. Il s'agit de la réduction de l'offre. Donc, c'est l'élaboration des lois, c'est l'élasticité, c'est-à-dire l'influence de l'augmentation des prix éventuellement. Ensuite, il y a la réduction des risques, qui est l'ensemble des dispositions à prendre pour aider à la survenue de la complication, aider à faire en sorte que les pathologies sous-jacentes, les co-infections soient prises en charge. Et ensuite, nous avons la réduction de la demande qui s'articule essentiellement autour de la prise en charge et de la prévention. Et c'est dans ce domaine-là que la Croix-Bleue travaille. Et donc, on ne vous retrouve pas sur le terrain de la sensibilisation? Bien sûr que oui, parce que la réduction de la prise en charge englobe et la prévention, donc la sensibilisation qui est un outil de la prévention, et la prise en charge elle-même. Alors, au cours du mois de septembre écoulé, vous avez initié un certain nombre d'actions qui s'inscrivent dans la droite ligne à des objectifs de lutte qui sont les vôtres. Lesquels? Rapidement, juste avant de passer à un élément qui va justement nous renseigner sur ces actions. Alors, nos objectifs de lutte, c'était surtout viser donc la population ivoirienne et au-delà, et faire en sorte justement que le message de la drogue, une menace, je m'engage, donc ma vie sans drogue, je m'engage, puisse faire l'écho au niveau donc de la population ivoirienne. Et nous avons un élément de soutien qui va justement apporter certainement plus de précision aux éléments de réponse que vous nous donnez. Je vous invite à suivre cet élément avec nous. La drogue, un phénomène qui bat de plus en plus son plein en Côte d'Ivoire. En 2021,
Plus d'1 million de toxicomanes sont enregistrés dans la capitale économique ivoirienne, selon la Croix-Bleue. L'héroïne, la cocaïne, la morphine ou encore le cannabis, autant de variétés de drogues prisées en milieu juvénile. Malgré les efforts déployés par les autorités gouvernementales, le fléau va grandissant. Installée à Abidjan dans les années 1930, la Croix-Bleue en a fait son cheval de bataille. Dès 1970, elle ouvre dans la commune d'Adjamé le premier centre de prise en charge des addictions, alcool, tabac, drogue en Afrique de l'Ouest et centrale. Un centre dans lequel l'organisation apporte des soins médico-psychologiques et offre des perspectives d'insertion professionnelle aux personnes internées. En 2021 et 2022, elle initie une campagne de sensibilisation de proximité dénommée « Ma vie sans drogue, je m'engage ». Toutes ces actions ont valu à l'organisation le prix du Chandelier d'Or à la 24e édition. Alors, monsieur le directeur, c'est un élément de notre reporter Khalid Diomandé, commenté pour vous par Issa Chonoyeo. Dans cet élément, on a un petit résumé de ce que vous faites comme action, mais en même temps, ma vie sans drogue, je m'engage. Le thème choisi, pourquoi avoir choisi un thème pareil? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'objectif pour nous, c'était donc d'intensifier cette lutte-là, qui commence déjà par la sensibilisation, par des mots forts, par des termes forts, par des concepts forts. Et ma vie sans drogue, nous voyons là donc la juxtaposition de deux mots contradictoires, j'allais dire. Ma vie, la vie qui est donc le plus beau cadeau, et la drogue qui est la chose la plus vilaine, si on peut dire comme ça. Et donc ces deux éléments-là se retrouvent dans la phrase. Ma vie sans drogue, mais je m'engage. L'engagement, c'est la phase ultime de la décision. Et donc, pour nous, cet engagement-là, il faut le concevoir à 3 niveaux. On peut faire un engagement initial, ça c'est chez des personnes qui n'ont jamais goûté à la drogue, à la substance psychoactive. On peut faire un engagement secondaire chez des personnes qui ont essayé, mais qui peuvent encore s'engager. Et on peut faire enfin un engagement tertiaire chez des personnes qui souffrent d'une complication quelconque et qui peuvent s'engager sur un 3e temps. Alors à ce jour, combien de cas de toxicomanie avez-vous géré? Alors avez-vous des chiffres? C'est un peu difficile de répondre à ça, mais on peut faire un état des lieux, des chiffres. Rapidement, 2021, alors, rapidement. Rapidement. Donc, dans notre casuistique, nous faisons donc de la prévention. Et cette prévention-là entend donc de la sensibilisation grand public. Et pour cette année, pour l'année 2021, nous avons pu toucher à peu près 15 000 personnes, élèves en entreprise, lieux de culte, etc., etc. Au niveau de la formation, donc, ce qu'on appelle chez nous école sans drogue, nous avons pu toucher environ 600 encadreurs et leaders d'opinion. Au niveau donc des conférences publiques, nous en avons fait 18 à peu près, et les passages médias, quelques 11 passages. Alors, dans la lutte contre la drogue, quels sont vos remèdes à vous, au niveau de la Croix-Bleue? Qu'est-ce que vous proposez comme solution, concrètement? Le remède à la Croix-Bleue, c'est peut-être un peu trop dire. La Croix-Bleue n'a pas de remède à quelles sont vos prescriptions? Voilà, la Croix-Bleue s'engage à donner donc un continuum de soins global. Et c'est un peu ça qui va faire la caractéristique de la Croix-Bleue. Nous travaillons donc selon le principe, selon le modèle onusien de la prise en charge, qui passe par la pré-cure, la cure et la post-cure. Nous travaillons aussi selon le modèle transthéorique du changement. Et nous travaillons enfin selon la classification thérapeutique des drogues. Alors, est-ce qu'il arrive que certains de vos patients, des patients que vous avez suivis, retombent dans les devers de la drogue? Oui, notre casuistique en fait mention. Sur l'année 2021, nous avons donc un taux de succès de 65% et un taux de rechute d'environ 32%. Alors, on va prendre un cas pratique. J'ai un parent qui souffre d'une addiction, ou je suis peut-être moi-même victime d'une addiction à la drogue. Comment est-ce qu'on vous contacte? Comment pouvoir bénéficier de vos services? Alors, pour bénéficier de notre service, il faut déjà savoir que la Croix-Bleue donc, est située à Williamsville, à la montée donc, de Williamsville, à 100 mètres sur la gauche de la statue donc, Jenny Kobina. Et nous répondons au 25 22 00 44 38. Il faut donc vous solliciter. Il faut nous solliciter, il faut demander les soins.
Généralement, les demandes de soins sont tardives. C'est généralement la famille qui fait la demande de soins. Quelquefois, l'entreprise, dans 25% des cas à peu près. Et c'est rare que la demande de soins vienne du sujet lui-même. Et à qui revient le coût du traitement? Le coût du traitement revient donc à la famille, mais c'est un coût qui est subventionné parce que nous recevons justement un accompagnement de l'État du Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous distingue des autres structures qui ont pratiquement la même vision que vous? Je le disais tout à l'heure, la CLOAB globalise un peu cette prise en charge-là. Donc, elle part depuis la classification thérapeutique des drogues qui suppose qu'il y a des drogues de sevrage et il y a des drogues de substitution. Et donc, généralement, nous travaillons sur les drogues de sevrage. Et à ce niveau-là, on a l'internement qui est un paramètre important chez nous parce qu'on ne peut pas traiter les questions de drogue à la maison. Les questions de drogue se diffèrent des autres pathologies, en cela que l'usager développe une complicité avec sa substance et de traiter les drogues à la maison, cela pourrait donc pervertir le traitement. Sans oublier que l'environnement de la maison, de la famille, peut être le facteur déclencheur. Êtes-vous en contact direct avec d'autres structures engagées dans la lutte contre la drogue? Tout à fait. Au niveau opérationnel où nous sommes, nous collaborons avec plusieurs centres de prise en charge. Lesquels? Et le centre Remar, le centre du Cordon Vert, le CFRLD de Bingerville, l'hôpital psychiatrique de Bingerville, le centre Saint-Vincent de Paul de Yamoussoukro, par exemple. Et à quel moment est-ce que vous intervenez dans ce type de collaboration? Nous savons que le CILAD, on va dire, retrace un peu, enfin se lance un peu à la recherche de tout ce qui est trafic de drogue. Vous, à quel niveau est-ce que vous intervenez? Alors, il faut dire déjà que le CILAD, comme le PNLTA, le Programme national de lutte contre les addictions, sont donc des structures de coordination. Nous intervenons au niveau opérationnel, c'est-à-dire prise en charge, sensibilisation, prévention, réduction de la demande. Et vos moyens sont-ils suffisants pour faire face justement à la situation que rencontrent ces jeunes-là que vous avez identifiés? Naturellement, non, parce qu'il faut dire que les drogues, la toxicomanie est indexée pour être le fléau de demain, le fléau des siècles à venir. Et donc, il faut y mettre un regard plus intense à la place donc, des réactions que je dirais émoussées. Il faut faire fort. Et la Croix-Bleue travaille et abat un travail remarquable. C'est quand même plus de 2000 consultations par an et cela demande beaucoup de choses. Et moi, je pense que, comme toute structure a besoin donc, pour fonctionner de 3 types de ressources, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Et donc la Croix-Bleue aujourd'hui a besoin d'un accompagnement dans ce sens. De façon plus détaillée, à quel type d'accompagnement vous attendez-vous? Ben, nous attendons déjà à la formation d'acteurs parce que c'est un non-lieu. Il n'y a presque pas de spécialistes sur la question. C'est déjà la formation donc, des intervenants. C'est l'affectation à la Croix-Bleue d'un effectif optimal pour mener à bien donc, ce grand chantier. C'est aussi l'accompagnement à l'amélioration de la capacité d'accueil. Nous sommes aujourd'hui à 24 dits à la Croix-Bleue. C'est dépassé. Il faut donc travailler sur cette thématique-là. Merci à vous d'avoir répondu donc à nos questions. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet entretien que nous avons eu ce dimanche avec M. Djebi Samdi. Nous le rappelons, il est le directeur de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec lui sur les remèdes que proposent les structures dans le cadre de la lutte contre la drogue. M. Samdi Djebi, merci d'avoir répondu donc à nos questions et à notre invitation sur ce plateau. Agréable, mesdames et messieurs, agréable début d'après-midi à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.